Bonjour à tous. Je tiens à remercier à l'organisation l'aimable invitation. Et puis alors, je vous signale que je vais oser parler français, mais comme tout le monde a compris maintenant, c'est pas ma première langue. Alors, si vous êtes trop détruit par mon discours, j'essaierai l'anglais. Bon, alors, tout le monde est d'accord. Je pense que l'école doit être suffisamment large pour répondre aux besoins de tous les élèves, pas seulement cet élève-là ou l'autre, tous les élèves vraiment, notamment concernant les élèves à besoins éducatifs ou de santé complexe. Alors, je vous propose de centrer ma communication en 2 points. Quels sont les besoins des jeunes et quelles sont les ressources du système? D'accord? Bon, alors, on va commencer par quels sont les besoins. Et je vais vous parler de qualité de vie. Qualité de vie des élèves à besoins éducatifs particuliers. Bon, normalement, on a déjà signalé ici, quand on parle d'élèves à besoins de santé ou éducatifs complexes, on se centre, à mon avis, beaucoup trop sur leurs problèmes et leurs difficultés. Et souvent, on oublie leurs enjeux, leurs rêves, leurs expectatives, leurs forces, bref, leurs atouts. C'est comme un élève, s'il a des besoins de santé ou éducatifs, il n'a pas des enjeux, il n'a pas de sexe, il ne prend pas des drogues, il n'a pas d'autre chose que son problème de santé. Et ça, on sait tous, ce n'est pas vrai. Bon, alors, je vous prends l'enquête internationale Health Behavior in School and Children, que depuis 1983, tous les 4 ans, à présent, il a 44 pays, il permet une photo de la santé des élèves de 11, 13 et 15 ans dans leur contexte de vie. Pas forcément des problèmes et des enjeux. Moi, je suis un investigateur principal au Portugal et Dr Emmanuel Godot, là-bas, qui est co-auteur de cette présentation, elle est le PI en France. On en a aussi en Angleterre, en Suède, etc. Bon, alors, les élèves, on a 6 000 chaque 4 ans. Moitié garçons et filles, on les partage en 3 ans, 11 ans, 13 ans et 15 ans. Et voilà, presque 18% se rapportent eux-mêmes des conditions chroniques de santé. Santé, pas maladie, santé, bien-être. Et 17% ont une condition chronique qui altère, selon eux-mêmes, leur participation à l'école. Il y a, et ça c'est important pour quelque chose que je dirai après, il y a quelques-uns qui font des traitements médicamenteux. Il y a quelques-uns qui ont besoin d'un équipement spécifique. Il y a quelques-uns qui sont souvent hospitalisés. Il y a quelques-uns dont soit l'hospitalisation ou quelque chose d'autre altère l'assiduité scolaire. Et il y a, ça c'est très drôle et remarqué, est-ce qu'ils ont possibilité de parler avec un professionnel, un privé à l'école? Et pas mal ils ont, mais qu'est-ce que c'est ça? 34% ne savent pas. Ça ne sert pas. S'ils ne savent pas que ça existe, ça n'existe pas. Alors ça, on le reprendra plus tard. Bon, on a fait des analyses descriptives, tout comme Serge. Je présente des tas de trucs ici juste pour vous prouver que j'ai fait le travail. Mais des analyses descriptives révèlent que les élèves qui ont des besoins complexes de santé ont une situation moins favorable au niveau des rapports sociaux, avec les copains, avec la famille, avec les amis hors de l'école, et ils se sentent victimes d'harcèlement. Aussi du point de vue de l'école. Mais ils ne disent pas que la matière est difficile. Ils disent que c'est trop de matière. Ils remarquent qu'ils sont fatigués, ils prennent des médicaments, ils vont à l'hôpital. Et ça, c'est le truc, c'est trop. Trop de stress concernant l'école, parce que c'est l'école au milieu des hospitalisations, au milieu des médicaments. Ils ont des équipements spéciaux. Et l'harcèlement aussi, on verra plus tard à quoi ça vient aussi. Et du point de vue individuel, ils ont davantage des symptômes psychologiques et physiques de malaise. Mais, ça c'est paradoxal, mais il n'y a pas de différence significative, notamment relative aux apprentissages scolaires. Alors, en général, c'est pas de leur point de vue, ils ne se plaignent pas de problèmes d'apprentissage scolaire. Ils se plaignent de quelque chose d'autre, comme on a vu.
de plus, quand on étudie un modèle multivarié, on va voir à quoi s'associe la qualité de vie perçue par les élèves. Le fait d'avoir des besoins complexes éducatifs et de santé a un impact négatif significatif sur la qualité de vie. Mais quand on contrôle par des situations sociales, scolaires et individuelles, c'est plus significatif. Alors vous allez voir, ça c'est trop aussi, mais vous mettez dans un premier pas avoir ou pas une condition chronique. Ça, c'est pas le bon, et ça, c'est significatif, mais quand on met des tas d'autres facteurs, c'est plus significatif. Alors, si on ne peut pas changer la condition chronique, on peut toujours changer les contextes. En plus, quand on prend seulement les élèves qui rapportent avoir des conditions complexes de santé, seulement les variables associées au bien-être individuel, socio-familial et au loisir, pas à l'école, mais au loisir, sont significatifs. Encore ici, tout est significatif. Aimer les copains, satisfaction avec la vie en famille, ne pas avoir des préoccupations, activités physiques, ne pas être triste, de mauvaise humeur et ne pas avoir des maux de tête et être satisfait avec la vie. Ça, c'est ce qui est associé à la qualité de vie des enfants, pas le reste. Bon, alors, ces résultats suggèrent que en général, les problèmes à l'école, ou au moins une grande partie de problèmes à l'école chez les élèves ayant des besoins complexes de santé, s'effacent dès qu'il leur est possible de construire un environnement positif et dès qu'ils se sentent regardés comme un élève capable et pas comme un problème. C'est ce que... Bon, et alors, ça c'est du point de vue de l'élève. Alors, du point de vue des ressources, on a une législation, la loi 3 de 2008. On a un manuel d'appui, de support à la pratique de l'éducation spéciale et elle vient d'être évaluée par un collègue qui était ici hier, Simonson, qui l'a évaluée au Portugal. Bon, alors on a tout ce qu'on a besoin du point de vue de la loi. La loi dit que pas d'élèves laissés en retard, pas d'élèves laissés en derrière. Il faut développer les capacités, promouvoir le développement, offrir toutes les opportunités. C'est pas si bon que ça, mais ça, c'est la loi. Puis alors, si les élèves ont des besoins éducatifs permanents, le PEI est accompagné dans un plan individuel de transition. Et je pense que comme ça, je réponds soit à la question du passage au monde du travail, soit au diplôme des gens qui ont des problèmes. Il doit avoir lieu une formation spécifique, soit du staff enseignant, soit du staff non enseignant. Et il faut un travail il y a un travail multidisciplinaire et en équipe avec d'autres structures de la communauté, justement. Alors, s'ils ont besoin, il y a des services spécialisés, notamment il y a des centres de ressources pour l'inclusion qui sont acquéris par le ministère de l'Éducation toutes les années et qui font la partie du travail que l'école ne peut pas faire. Il y a un système de référence et d'évaluation qui est dans les mains des enseignants. Alors, on suit le modèle international de CIF. Et après toute l'évaluation, on propose un programme éducatif individuel pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève, qui peut inclure soit un programme, soit un curriculum spécifique individuel. Et si l'élève suit le curriculum spécifique, il va avoir un diplôme de ce curriculum, alors dont un diplôme. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la loi. C'est pas si parfait. Alors, j'ai pris des collègues qui travaillent sur le terrain et je leur fais un exercice. C'est ça. Si vous avez un élève en classe, aveugle ou sourd, n'importe tous des tas d'autres, qu'est-ce que vous avez à offrir ou à proposer ou à changer au système de l'école? Et ça, c'est très ambivalent parce qu'ils auront théoriquement tout ce qu'ils ont besoin, mais en pratique, peu de fois, tout est à la disposition. Ça veut dire que c'est possible, quoique illégal, qu'un élève soit à l'école sans l'appui dont il a besoin.
par exemple, un élève sourd, il peut intégrer soit une école de référence dans une classe ordinaire avec un professeur d'appui. Il apprend le braille, ou s'il est sourd, en langage signé. Soit il peut aller à une école spéciale, ça c'est très rare. On estime en 2% les élèves qui vont à une école spéciale. Mais il peut aussi être à une école ordinaire avec un appui carrément insuffisant. Alors, ça peut arriver. S'il a une paralysie cérébrale, la même chose. Basiquement, il peut soit avoir tout ce qu'il a besoin, soit rien du tout. S'il a des difficultés d'apprentissage, c'est encore pire, parce qu'il peut avoir accès à tout, mais c'est plus facile qu'il n'ait accès à rien. Bon, alors maintenant, ça va devenir encore pire. Parce que s'il a des troubles de santé mentale, alors il a aussi, bien sûr, accès à tout ce qu'il a droit, il ou elle, mais c'est encore plus souvent qu'il n'a accès à rien, ni même à une prise en charge psychologique. Alors ça, c'est notre vrai programme. Ce n'est pas la loi, le langage, c'est parfait et on a tout ce qu'on a besoin. Mais après, quand on passe au terrain, c'est difficile. Et encore pire, et ça c'est plutôt ce que je m'occupe, quand ils ont des problèmes chroniques de santé physique, alors, par exemple, un élève à VIH positif avec diabète, asthmatique, épileptique, cardiaque, allergique, il intègre une école ordinaire, bien sûr, et normalement, par loi, l'école doit être en contact très proche avec le centre de santé et l'école doit être préparée pour recevoir, pour s'ouvrir aux besoins des élèves. Mais ça, alors, c'est encore plus rare. Et alors, il y a des élèves, par exemple, des élèves avec diabète qui ont des problèmes qui sont des problèmes de l'école, vraiment, parce que... Enfin, à propos aussi, j'ai fait une enquête comme celle des professeurs avec des adolescents qui sont aux écoles, auxquels j'ai demandé, est-ce que vous avez des élèves que vous considérez qui ont des besoins différents des vôtres à l'école? Et ils ne savent pas. Et ça me choque un peu. Pourquoi les élèves eux-mêmes ne sont pas inclus dans ce processus d'inclusion? Parce que ça serait plus facile, de mon point de vue, si les élèves savent qu'ils sont tous différents, tous égaux, et alors ils savent qu'il y a une communauté très diverse et qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre des uns et des autres. Comme ça pourrait avoir une collaboration bien plus efficace. Ce que mes élèves, non pas mes élèves, mais mon groupe d'élèves me dit, c'est que oui, je crois qu'il y a quelqu'un, il a un problème, je ne sais pas lequel, il est tout le temps fermé dans une salle avec un prof. Ça ne va pas. Alors, parce que cet élève-là, après, il se dit discriminé, il se dit pas bien à l'aise, il n'a pas qualité de vie à l'école. Alors ça, c'est la pratique, pas le langage, mais la pratique de tous les jours. Les élèves ne se sentent pas part de la communauté scolaire, et parce qu'ils ne sont pas reconnus par ses collègues comme des copains. Bon, alors, en bref, notre législation visant l'appui à la scolarisation des élèves en école publique est un vrai modèle, et presque tous les élèves sont en école publique, comme la collègue a remarqué. On a bougé de les mettre dans une école spécialisée pour avoir des ressources à l'école. Alors, le problème, c'est qu'on se soucie peu de trouver des moyens de garantir que la loi est appliquée aux mêmes applicables. Et ici, si j'ai encore une minute, je vous parle d'une recherche qu'on a faite à propos des préoccupations des élèves à l'école. Alors, qu'est-ce que préoccupe les élèves qui sont à l'école? Tous les élèves. Et alors, parce qu'on dit, les adolescents, ils ne se préoccupent de rien, ils s'en foutent, mais ce n'est pas vrai. Leur préoccupation numéro 1, c'est l'école. C'est l'école. L'école, les classifications scolaires, le stress lié à l'école. Après, numéro 2, la famille. Et numéro 3, les copains, les négoces d'amour, des choses comme ça, parce que les miens, ils sont des adolescents. Mais après, quand on leur demande qu'est-ce qui te donne qualité de vie, comme vous voyez ici dans cette étude, ils disent ma famille me donne qualité de vie, mes copains et mes loisirs. Alors, remarquez qui est
retirée de la liste, l'école. Alors, comment l'école ne contribue point pour la qualité de vie de tous les élèves? C'est complètement... et alors, peut-être, on peut penser une école qui aide à créer une ambiance de qualité de vie pour tous les élèves, n'importe, et que les élèves se sentent, ils ont tous des caractéristiques et ils connaissent la caractéristique de quelqu'un qui est plus lent ou plus rapide. Pourquoi pas, ils peuvent étudier ensemble la différence. Sinon, ils vont la stigmatiser et les enfants qui ont des problèmes se sentent harcelés. Bon, alors que faire d'une belle législation quand on ne crée pas les conditions de son applicabilité? Et ça, l'évaluation résout un peu, mais pas tout, parce que j'ai eu cette expérience d'évaluer tout un système éducatif national, et finalement, quand on voit les indicateurs de réalisation, c'est parfait. Mais après, quand on visite les écoles, on fait des focus groups, on parle avec enseignants, on parle avec des parents, on parle avec des élèves, on parle avec les personnels, pas enseignants à l'école, ils disent « ça ne va pas, c'est trop dur, on n'a pas de temps, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de support, on a peur de ne pas réussir. » Et après, on nous dit « on n'est pas assez compétent ». Ça, c'est la peur. Bon, alors, il faut aussi, quelqu'un disait hier, il faut la législation, il faut des politiques, mais il faut une praxis, une pratique sur le terrain, pas de peur, mais de relax. Qui a dit aujourd'hui relaxing attitude? Ça, c'est quelque chose de très relaxant et non pas tant. Merci.